dimanche 26 mai, et réaction à chaud, je dis, je ne suis pas écologiste. Si je dis cela, si je l'affirme ainsi, vais-je mériter une certaine, comment dire, vais-je être banni, ostracié, vais-je être montré comme un hérétique, vais-je être puni pour cela quand je dis que cette doxa de notre temps m'apparaît comme basée sur des choses qui ne me convainquent pas. Je ne suis pas convaincu par toute l'argumentation et tout ce qu'on peut dire. Évidemment, je ne suis pas, je ne nie pas, je ne suis pas dans la négation. Je ne suis pas un négationniste de la chose environnementale. Mais pour moi, cela fait partie d'un tout. On ne peut pas traiter une question en l'approchant par une partie. L'environnement fait partie d'une question beaucoup plus large. On pourrait dire le mode de vie, on pourrait dire le modèle économique, on pourrait dire le modèle social, on pourrait dire l'idéologie régnante. Simplement pour être beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Quand il y a eu la dernière crise financière en date, en 2008, en quoi la question environnementale et la préoccupation pour l'environnement aurait-elle aidé à prévenir cela? Bien sûr, on voit une question, puisque j'ai écouté tout à l'heure quelque chose qui passait sur la radio officielle de la culture, et la culture d'État, puisque c'est une radio d'État, et dans laquelle il y avait cet échange autour de la question démographique. On disait que la question démographique n'était pas trop soulevée quand on parlait d'environnement. Et donc il fallait, voilà, on se dirige un peu comme ça, tout doucement, vers une sorte de modèle, contrôle des naissances sous prétexte environnemental. Comme aujourd'hui on veut transformer les cadavres en fertilisants, en matière organique, et après en avoir fait aussi de la cendre, évidemment comment on veut dire, fertilisant de la cendre, on le connaît, donc soit c'est de la cendre, soit c'est autre chose, mais en tout cas. Et donc, voilà que les naissances, elles aussi, sont touchées. Donc, il faut réduire les naissances. Il faut réduire d'un tiers. Par exemple, la population mondiale, il faut la réduire d'un tiers. Voilà, comme ça. Et comment moi je vais intégrer la question de la crise financière là-dedans, puisque finalement c'était les subprimes, c'était les crédits sur, je ne sais plus comment on dit cela, c'était par rapport aux pauvres, ceux qui n'avaient pas les moyens de payer leur logement. Donc finalement, il y a d'un côté une surpopulation, d'un autre côté il y a une surpopulation plus une surreprésentation des pauvres là-dedans. Donc, réglons la question environnementale en réduisant le nombre la population et en réduisant le nombre des pauvres, puisque finalement la crise est venue des pauvres. C'est les pauvres qui sont responsables de la crise. Comme quelqu'un qui dirait, oui, on a des pauvres dans un pays, on a trop de pauvres.
Donc, par rapport aux riches, par rapport aux gens aisés. Donc, ce qu'on va faire, on va réduire le nombre des pauvres. Comme ça, la question, elle se règle d'elle-même. On aura un peu à égalité les différentes classes. 30% de modestes, 30% de moyens et 30% de riches, et puis le reste, c'est les ultra-riches, etc. Donc, la question, il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, le résultat de 12% et quelques n'est qu'illusion. Le véritable poids des écologistes dans la vie politique française n'est pas de 12%, il est beaucoup moins. Et évidemment, là, l'élection européenne est la leur, il ne faut pas non plus l'oublier, mais ils ont fait un score meilleur que celui-là, déjà, par le passé. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que partout, la question sociale a été étouffée. Le partage des richesses, les rapports nord-sud, on n'en parle plus, l'impérialisme oublié, les guerres de conquête ou les guerres tout court, on n'en parle pas. C'est en fait, on a inventé une sorte de totalitarisme, voilà, mais qui est tout, comment dire, un totalitarisme qui a l'air de il se présente comme quelque chose, voilà, c'est dans votre intérêt, c'est pour vous et pour vos enfants. N'oublions pas que d'un côté on dit c'est pour le futur de la planète, mais en fait le futur de la planète sans l'homme, voilà une évolution qui pourrait être celle d'une écologie extrême, c'est-à-dire la planète serait mieux sans les êtres humains. On peut penser cela. À certains moments, quand on est jeune, on peut avoir des positions un petit peu extrêmes comme cela. Finalement, la malédiction de la Terre est celle d'avoir des hommes qui l'habitent et qui la dominent. C'est les hommes de tout temps. Les hommes ont été embêtés les forêts, ont été embêtés, c'est eux qui ont été à l'origine de l'extinction des mammouths, les hommes. Partout, l'empreinte anthropique est là. Partout où l'homme est passé, il a fait du mal. L'homme n'a jamais rien fait. C'est cela, donc c'est un peu le péché originel de l'homme qu'on essaie un peu de faire disparaître. Faisons disparaître l'homme, comme ça ne faisons disparaître la cause de toute cette perturbation. Voilà, la Terre, c'est un corps. Voilà, quelque chose qui est d'abord, n'oublions pas cette ânerie de Gaïa, de transformer quelque chose sur un plan, c'est-à-dire, mais les gens en étaient persuadés que la Terre avait une âme, que la Terre avait peut-être des émotions, que la Terre était un être conscient, un être sentient. Ça s'est atténué, ce type d'approche, mais n'empêche que ça n'a pas disparu, et puis voilà, la Terre. Donc n'arrachez plus qu'une fleur, ne marchez plus sur aucune plante, n'embêtez plus aucun insecte, ne faites plus rien. Partout, c'est des territoires interdits. Avant, c'était des territoires interdits parce que, pour des raisons militaires ou autres, mais non, c'est pour des raisons environnementales, écologiques, dirait-il. Voilà. Pour l'écologie et le bien-être de la planète, vous devez réduire votre empreinte écologique. Vous devez vous restreindre. Ce n'est plus, on n'a plus un problème de, comment dire, de nourrir les gens ou de réduire un peu les problèmes de malnutrition. On a un problème. On ne pense plus, oui, voilà, les rapports nord-sud et comment se fait qu'il y ait des gens qui ont trop de nourriture et d'autres qui n'en ont pas assez, ou des gens qui ont une nourriture de qualité et les autres qui n'en ont pas.
Et voilà qu'apparaît autre chose annexe, mais tout aussi important, c'est le localisme. Mangeons local, marions-nous local, engendrons-nous local, faisons tout local. Une fois, voilà, la chose qui fait le monde. Bien sûr, nous sommes beaucoup à être contre le libéralisme ou l'ultralibéralisme, etc. Donc, bien sûr que nous pouvons évidemment penser que les échanges comment dire, que la domination du modèle libéral fait que les échanges sont assez, finalement, profitent à certains et pas à tous. Mais nous pouvons changer de modèle. Mais de là à rejeter les échanges, à vouloir se satisfaire de ce qu'on a local. C'est vraiment local, c'est la vision la plus étroite de la vie en commun. Sur la planète. Mangeons de tout ce qui vient d'ailleurs est le bienvenu. Après, on peut toujours décider qu'il y a ça et ça et ça, mais au niveau du principe, nous ne devons pas être contre les produits venant d'autres régions du monde, de régions plus ou moins éloignées. Si on est dans le local, on va dire à partir de 100 km, c'est plus du local, c'est de l'exogène. Et il faut le remplacer. Il faut le remplacer, quitte, comme dans certains pays, à produire des choses contre toute raison économique. Ça coûte cher, ça revient trop cher, mais c'est du local. Donc subventionnons. Voilà, le blé local, il coûte plus cher que le blé d'à côté, mais ce sera notre blé qui a grandi sur nos terres. Notre blé, nos légumes, nos fruits, notre lait, notre viande. Et ça peut aller très loin comme ça. Donc je ne suis pas écologiste, je m'en fiche. D'ailleurs, j'étais, je me rappelle, comme tout rêveur, comme tout romantique un peu, qui peut, comme cela, ne pas être touché par la mythologie autour, je ne sais pas, la protection. Qui ne veut pas protéger ce qui peut, quelque part, sembler un peu menacé, que ce soit dans le domaine de la faune, de la flore, qui contre? Personne ne peut être contre. Et puis même, si on présente par exemple à quelqu'un comme moi dans les années 80, évidemment, l'énergie nucléaire, et on peut partir très loin là-dedans, oui, le risque cela pèse, etc., etc. Voilà, les explosions, les accidents, etc., l'humanité mutante, comment dire, sans vouloir aller contre simplement par principe, de ne pas faire comme tout le monde. C'est pas une histoire de principe, c'est une histoire, pas une histoire, comment dire, de volonté de s'opposer. On ne s'oppose pas pour s'opposer. On trouve que un discours qui devient dominant, peu importe le discours, devient dangereux. Simplement, on commence à voir la police de l'environnement. On pourrait très bien avoir une police spéciale partout qui sévit contre toutes les infractions qu'on va inventer. Nous n'avons pas assez d'infractions, nous n'avons pas assez de police pour en inventer une autre, et elle existe déjà, cette police de l'environnement, qui est chargée. Et simplement, ce nous appelons l'écosystème. On va dire l'écosystème Terre est quelque chose d'énorme. Énorme et quelque chose, souvent cette histoire qui m'a souvent interpellé. Nous défendons souvent les espèces, certaines espèces. Nous faisons l'inventaire. Voilà, tant d'espèces disparaissent.
Pourquoi ces espèces-là? Parce qu'elles sont visibles, parce qu'elles sont d'une certaine dimension. Même quand c'est des amphibiens assez petits, mais ils sont visibles. Donc, disons, à partir du vivant, dans sa petite expression, dans sa minuscule expression, après jusqu'au mammifère d'une dimension assez conséquente, voilà, défendant. Mais ce qui est le micro-organismes, les micro-organismes qu'on ne voit pas, qui sont menacés, par exemple, et puis tous les micro-organismes, qu'ils soient fongiques, qu'ils soient bactériens, etc. Et tout le monde, finalement, tout le monde a le droit de vivre. Et alors, dans ce même esprit, pourquoi lutter contre les virus? Pourquoi lutter contre puisque finalement, les virus ont le droit de se nourrir sur nos corps. C'est naturel. Il ne faut pas lutter contre la nature, puisque tout ce qui est naturel, la maladie est naturelle. Elle n'est pas chimique, du moment qu'elle n'est pas d'origine chimique, qu'elle n'est pas d'origine industrielle, artificielle, du moment qu'elle est naturelle, elle est la bienvenue. C'est voilà un raisonnement pas absurde, évidemment, mais comment je risque d'avoir épuisé mes batteries là, parce que c'est finalement, je voulais un peu, mais je ne me suis pas assez chargé pour un peu faire tenir pour faire tenir longtemps ce propos, enfin longtemps, je veux dire une demi-heure, mais je vais essayer de m'accrocher, même si j'ai pas tellement envie, parce que finalement ça aurait été l'affaire de 10 minutes et je liquide le tout et puis je m'en vais. Finalement, comment dire, ceux contre ceux qui ont raison. J'ai raison. Voilà, à un moment donné, je me déclare comme celui qui détient la vérité. Je suis dans le camp du bien. Voilà, sans nuance. Voilà qu'on devient. Pour ce qui est pour ce qui est, par exemple, simplement, la question de l'emploi. À un moment donné, on disait, oui, on va créer de l'emploi parce que, etc., la transition va créer tant d'emplois. Et les emplois les emplois qui sont perdus, que rien ne pourra remplacer. Voilà, la question sociale qui est dans les inégalités au niveau du logement, ou au niveau, j'allais dire, même sur le plan culturel, des gens qui n'ont pas les capacités pour essayer de comprendre le monde, et de se déterminer à partir, et de bien se déterminer par rapport à l'état actuel du monde et par rapport à son devenir. Et puis, voilà la question, simplement, j'allais dire, des dissymétries qui sont un peu dans le développement. Encore, bien sûr, on peut attaquer l'idéologie du développement. Là, la question du développement est peut-être à reconsidérer. On ne peut pas y avoir un développement à l'infini. Évidemment, la thèse de la croissance, mais la croissance, bien sûr, c'est de l'ordre du capitalisme qui veut la croissance, parce que qui dit croissance, etc., bien sûr, il faut attaquer le capitalisme qui, lui, insiste sur la notion et justifie et se positionne à partir du principe de la compétition. Il faut essayer de réduire l'élément compétitif quand il a tendance à faire un peu, à nous amener vers des comportements et des actions qui ne sont pas acceptables quand la machine se dérègle d'une certaine façon.
toujours cette dose un petit peu de motivation, le côté motivant qu'on peut trouver un peu dans la différence de niveau de vie, qui peut donner un peu, encourager un peu, donner l'envie de progresser. Peut-être qu'il faut maintenir quelque chose dans ce sens-là. Mais plus peut-être au niveau social qu'au niveau économique, il faut essayer de faire en sorte que tout le monde, par exemple, simplement, la question du bien manger. Encore, on revient toujours sur la question de la population. On peut dire qu'en France, il y a 65 millions de population. La France, peut-être, se porterait mieux s'il n'y en avait que 35. Donc, on enlève 30 sans problème. Peut-être parce qu'on pourra consacrer peut-être plus de terres pour nourrir les 35 millions restants. Parce que si, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a besoin d'une productivité d'un certain niveau, et donc on est obligé d'utiliser des intrants chimiques, etc., etc. Donc c'est normal. C'est la surpopulation qui est à l'origine du problème écologique et du problème environnemental. Donc, et puis, la question est, il y a toujours quelque chose d'en vrai dans n'importe quelle thèse. Le problème, c'est quand on n'entend que sa propre thèse. Quand on ne se détermine qu'à partir de ses choix et de ses visions et de son idéologie. À ce moment-là, on exclut le reste. Et les voix discordantes sont exclues. Elles n'ont pas le droit d'exister. Il est possible, je ne sais pas comment on peut arranger les choses. Par exemple, la question de la conservation des denrées alimentaires produites. La question de la conservation dans beaucoup de pays est une question majeure. On pourrait dire, sans trop se tromper, que peut-être 30% des récoltes se perdent parce qu'elles sont mal conservées, soit à cause de l'humidité, soit à cause de l'attaque des ravageurs, etc., etc. On sait là le développement des résistances chez les insectes ravageurs, et parce que, évidemment, l'utilisation des pesticides ou des produits chimiques un peu n'importe comment, en excès, etc., etc., pour travailler, comment faire en sorte de faire en sorte déjà de pouvoir disposer de ce qu'on a produit. Après, le thème de la restriction calorique. Alors, c'est très ancien, la restriction calorique, et voilà qu'on peut la ramener vers les préoccupations du moment. On va dire, vous faites de la restriction calorique, mais pour le bien-être de la planète. Arrêtons de raisonner à partir de la planète. La planète est dans l'état où elle est, dans une phase temporelle précise. Je signale et je resignale que nous sommes dans une période interglaciaire et qu'après l'interglaciaire, il va y avoir une nouvelle ère glaciaire et les choses vont changer totalement. Il n'y a pas de choses arrêtées. Nous sommes une espèce qui a une sorte de durée de vie déjà connue. Nous pourrions peut-être être là dans 1000 ans, on va dire 100 000 ans, 1 million d'années, 2 millions d'années, mais à partir, obligatoirement, il va se produire quelque chose qui va rendre tout cette mode, et toute cette de l'écologie et de préoccupations totalement, je veux dire, dérisoires. Il y a là, nous ne pouvons pas réfléchir au nom de la planète parce que nous ne sommes pas les dépositaires et nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Il y a d'autres êtres qui continuent de l'habiter et qui continuent eux aussi de la transformer. On pourrait, par exemple, un moment, je ne sais pas où je l'avais vu,
quelque chose un peu comme une vision un peu irréelle. Il y aurait le carnivore qui vivrait à côté de l'herbivore et quelque chose dans ce genre. Simplement, j'avais pensé, puisque la montagne et la prairie commencent à être interdites de fouler et interdites de toute action par les tenants d'une certaine rigorisme et nouvelle religion écologique. Ne touchez pas aux fleurs, ne touchez pas à cela. Quand vous mettez un troupeau d'ovins ou de bovins, est-ce que vous leur dites, est-ce que vous leur tracez, je ne sais pas comment dire, une liste d'herbes ou de fleurs qui doivent faucher au pas? Vous ne pouvez pas décider que, etc. Il faudrait, évidemment, à ce moment-là, mettre sous cloche ces fleurs qu'on dit menacées ou rares. Il faudrait mettre les choses sous cloche. À un moment donné, nous devons arrêter. Il y a dans l'acte, comment dire, il y a quelque chose qui doit, qu'on nous devons déclarer comme échappant à notre contrôle et à notre compréhension et à toutes les actions que nous voudrions mener. La planète est quelque chose de tellement complexe et de tellement énorme. Simplement, par exemple, comment l'écologie peut parler des ravages, comment l'écologie peut répondre aux gens qui ont été atteints par le virus Zika. Comment peut-elle expliquer, quand ils vont dire à ces enfants, que par quels moyens on va leur dire acceptez votre sort, puisque finalement, à la base, il s'agit d'une faute écologique. C'est parce qu'on n'a pas respecté les préceptes de l'écologie et qu'on a fauté. Voilà un peu comme ces pénitents des temps médiévaux qui allaient quelque part en procession et qui se faisaient, comment dire, qui se fouettaient, qui se faisaient mal pour expier. Chaque fois qu'il y avait un événement catastrophique, un événement d'ampleur, c'était parce que les gens avaient fauté. Encore aujourd'hui, on le dit, certains le disent, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a un fait, une catastrophe d'une certaine importance, on va dire, voilà, c'est sûr, il y a des gens qui ont péché. Dieu punit toute la collectivité parce que certains membres ont péché. Voilà, de nouveau, on reconvoque, on réutilise, on réaffecte les catégories du bien et du mal dans cette vision de la vie. Et je ne sais pas comment je pourrais continuer, je m'épuise rapidement. Le problème est que je suis seul face à moi-même et que cette conversation a besoin, ce n'est pas une conversation, ce monologue a besoin d'être un peu stimulé par un adversaire. Il me faut un adversaire pour pouvoir quelque part comment dire, dans cette situation d'écoute et puis de réponse et de réaction, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un. Malheureusement, il n'y a personne et donc tout seul, je m'épuise. Je dis la planète est complexe, sûrement qu'elle l'est. D'ailleurs, je me rappelle de ces brèves périodes glaciaires qui ont eu lieu un peu, je ne sais plus, vers 1700, quelque chose dans ce genre, ou peut-être 17e siècle, je ne sais plus. En tout cas, il y a eu des périodes, des moments un peu climatiques assez particuliers, des petits âges glaciaires, il y a toujours quelque chose. Et donc, voilà un discours qui se construit par ajout, par renforcement.
Alors l'anthropocène, etc., la crise, la question bioclimatique et l'environnement et le GIEC et tous ces gens qui se rajoutent, voilà, le réchauffement, le changement, on ne sait plus. Est-ce du réchauffement, est-ce du changement? Bien sûr, moi je pourrais être hyper concerné par la question, je dirais oui, dans ton pays d'origine, il n'a pas plu assez, etc. C'est la faute au réchauffement climatique, c'est la faute à ceci, c'est la faute, oui, voilà, les changements des courants marins, etc. Voilà, ça peut être ceci ou cela, l'augmentation du niveau de la mer qui menace un peu ta maison familiale, voilà, ça vient de là, etc. Moi, je vis à côté, j'ai vécu, je suis originaire à un endroit où il y avait le témoignage devant moi d'une transgression marine en cours. Transgression qui a été précédée par une régression. Il y a eu la mer a été à un moment donné à un endroit, elle a régressé, et puis elle revient dans un mouvement, et dire non pas perpétuel, mais je ne sais pas comment le qualifier, mais dans un mouvement, voilà. Là, quelque part dans une alternance, on va dire cela. Et donc aujourd'hui, cette année, sécheresse. Je pourrais dire, oui, ces pays-là, par exemple, la culture de maïs a été catastrophique dans les pays comptant sur les pluies. On pourrait dire que, oui, le maïs n'a rien à faire dans les pays secs, dans les pays presque désertiques. Il n'a rien à y faire, c'est pas, il a besoin de trop d'eau, il faut planter autre chose. Il faut planter autre chose, ou alors il faut y implanter, je ne sais rien, mais en tout cas, le maïs ne convient pas. Donc il faudrait que les gens le comprennent. Il ne faut plus planter de maïs, c'est pas rentable. Et c'est vrai. Et pendant un certain temps, le maïs donnait. Maintenant, il ne donne plus. Mais les problèmes la région dont une partie de ma famille est issue, si je puis dire, en tout cas, je ne sais pas comment ils sont arrivés dans cet endroit. En tout cas, cette région a connu des moments de famine, j'imagine, suite à des catastrophes naturelles et un moment de famine assez important qui a forcé la population à migrer. Je me rappelle qu'il y avait une partie de la population qui demandait à devenir catholique, chrétienne, comme ça, qui allait se réfugier chez les Portugais qui étaient prêtes à changer de religion, et ça a été fait, donc parce que ça leur permettait d'échapper à la mort. Et le XXe siècle a connu aussi des périodes dans lesquelles les gens ont mangé des tubercules qu'ils trouvaient dans le sol, j'imagine des tubercules d'une plante qui était infecte à manger, trop amère, ou peut-être plus que cela, qui devait les rendre malades, mais ils n'avaient que cela. La famine, la sécheresse, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Ce n'est pas, il peut y avoir il faut voir sur le moyen et le long terme. Et le long terme, c'est peut-être des millénaires, en termes de millénaires, et non pas en termes de quelques dizaines d'années. On ne peut pas se baser sur les relevés qui datent d'un siècle ou d'un siècle et quelques, ce n'est pas assez. Et bien sûr, entre-temps, des êtres humains souffrent. La question de la démographie est une question qui d'abord doit intéresser les gens qui la subissent. Les gens eux-mêmes se rendent compte que cette pression démographique qu'ils subissent dans des pays comme l'Inde, l'Égypte, etc., le Nigeria, etc., c'est une question, le Mexique, peu importe, c'est une question qui est assez pressante. Les gens se sentent un peu à l'étroit. Et donc, mais la question se règle d'elle-même. Se règle parce que les gens, pour des raisons économiques, et non pas pour des raisons environnementales, soit parce qu'ils n'ont pas de travail, soit parce qu'ils n'ont pas de domicile, ils ne peuvent pas posséder un logement, soit parce que les demandes, comment dire, les cadeaux, l'argent demandé par la famille de la mariée, la somme est trop importante, quelque part, pour des tas de raisons qui sont d'abord économiques, et non toujours économiques, renoncent à se marier. Et la question est en train de se régler d'elle-même. Est en train de se régler d'elle-même. Bien sûr, ça peut prendre peut-être 100 ans, plus de 100 ans, quelques siècles, comme
évidemment, la croissance démographique ne s'est accélérée que dans les quelques siècles qui ont précédé. Avant, l'humanité vivotait. L'humanité était un peu à la limite, quelquefois à la limite de l'extinction, et j'imagine, et les fléaux et les pestes, etc., faisaient diminuer la population de façon assez drastique. Donc, voilà, on pourrait dire, souhaitons-nous une grande épidémie comme ça. Il y en aura moins, peu importe que cela emporte des innocents. D'ailleurs, cette histoire d'innocents a disparu. L'innocence a été perdue. Personne n'est innocent. Aujourd'hui, dans les crimes faits à la planète, dans les crimes faits à l'environnement, personne n'est quelque part, n'importe quel être humain. Il a un poids. Il cause, il ajoute au désordre. Donc, il n'y a pas d'innocent. On ne peut pas dire celui-là, il mange pas trop de viande parce qu'il n'y a pas les moyens, ou celui-là, il ne mange pas de fruits ou de légumes hors saison parce qu'il n'a pas les moyens. Donc celui-là, il est beaucoup moins, il a une pression, j'allais dire, beaucoup moins forte que quelqu'un qui a les moyens de se payer ce dont il a envie, quand il en a envie. Non, tout le monde est quelque part responsable. Donc finalement, mettons ensemble innocents et coupables et quelque part faisons une sorte d'élagage radical. Et, les questions que cela pose, il ne faut pas... il y a eu un moment où peut-être certaines idéologies, certains credos étaient dominants, étaient triomphants, et le sentiment de leur triomphe leur a fait perdre le sens des réalités. Cette attention portée au vivant, portée à l'autre, bien sûr, beaucoup de choses. Nous pourrions, par exemple, quand il s'agit de l'utilisation des matières fossiles, des énergies fossiles ou des matières fissiles, etc., nous pourrions revenir à la force animale. Nous pourrions réutiliser l'animal. Parce que de toutes les façons, même l'énergie électrique, elle n'est pas propre. Donc finalement, nous pourrions dire, voilà, quelque part, on va revenir à l'origine. Mais des gens ne seraient pas d'accord pour un peu imposer un travail assez dur à des êtres qui ne demandent pas. Donc finalement, nous sommes contents un peu de laisser tranquilles les ânes et compagnie. Et puis d'un autre côté, nous voudrions nous voudrions en même temps empêcher la pollution, et nous voudrions empêcher ceci et cela. Et pourtant, l'alternative est l'utilisation des machines. Et l'utilisation des machines a un coût, a un impact. Beaucoup de choses comme cela. Évidemment, à un moment, j'ai réussi à dépasser la demi-heure, c'est possible. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il est possible qu'à un moment de ma vie, j'ai éprouvé, mais je n'étais jamais attiré par l'écologie en tant que telle. Un parti écologique, dans les années 80, ça ne me disait rien. Comme un peu, pas comme le parti humaniste, mais un parti écologique, je ne voyais pas trop le sens d'un engagement écologique. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient aussi une préoccupation environnementale, mais à côté, ils avaient aussi des positions sur un certain nombre de questions politiques, économiques et sociales, etc. Donc finalement, on ne peut pas
il faudrait presque un parti écologique, ça serait presque un parti de spécialistes, d'ingénieurs qui proposeraient des solutions. Et ce parti serait un peu composé, le parti écologiste, on pourrait deux techniciens et d'un autre côté, deux gens qui les soutiennent. Parce qu'ils devraient s'occuper que de l'environnement. Or, ils ont tendance à vouloir s'occuper d'autres choses. Donc, ça a été un peu une manière de remplacer, comme on peut créer un syndicat ou une organisation juste pour affaiblir une organisation préexistante. Simplement, cela permet peut-être de diluer ou d'émietter quelque chose qui existait auparavant, nous diluons la bataille sociale dans quelque chose d'autre. Voilà, dans la question environnementale. Et de par ce biais-là, elle disparaît. Elle se dissout. Et quelque part, je ne sais pas ce qu'il y avait. Les gens ont éprouvé. Ils pouvaient très bien travailler la question écologique à partir des organisations préexistantes. Il n'y avait pas de problème. Les partis pouvaient très bien intégrer cela, un peu faire baisser un peu le credo croationniste, un peu moins aller dans la croissance et dans le développement à tout prix, et s'attacher à prendre en compte la totalité. Un territoire, c'est une nature, un environnement, c'est aussi des gens qui l'habitent et d'autres êtres, évidemment. On prend en compte la totalité, c'est les besoins de la population, c'est les besoins des autres êtres, une approche un peu intégrée de la totalité, non pas, par exemple, des gens peuvent très bien sûr, se mobiliser, être extérieurs à un territoire et se mobiliser contre les projets d'un territoire au nom de la nature, donc les chevaliers blancs de la défense de la croisade environnementale, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, puisque mon discours m'a amené vers cela. Donc j'ai trouvé cette catégorie-là, donc je la garde. Je ne vais pas la jeter en disant « Ah, c'est trop, t'en fais trop ». Non, c'est les chevaliers blancs. C'est les chevaliers, c'est un combat sacré. Bien sûr, c'est un côté sacré parce que quiconque essaie de l'attaquer ou d'y porter atteinte serait évidemment immédiatement pris pour une sorte de mauvaise graine, une sorte de voilà, qu'on devient une nuisance, voilà, une source de nuisance. Voilà, un peu dans cette quand vous voyez un jeune ou une jeune essayer de jouer les prophètes, vous y croyez, vous? À une jeune qui tient des discours, moi j'ai tenu un discours quand j'avais 20 ans sur la justice. Je l'ai tenu ce discours. Je dis, entre autres, si vous ne nous donnez pas nos droits, nous viendrons les chercher par nous-mêmes. Alors j'ai dit, comment dire, quelque chose dans ce genre. Donc, quelque part, il m'a fallu 20 ans pour arriver à tenir quelque chose comme ça. Bien sûr, je ne sais pas par quoi j'ai été influencé, on a toujours jeune, on aime les discours fondateurs, on aime un peu
partir dans les emphases et dans les exagérations propres à cet âge. Mais un jeune comme ça qui défend la nature, quelque part, qu'est-ce qui est derrière, fondamentalement? Il a trouvé là quelque chose qui donne un sens à sa vie. Bien sûr, ça a marché, puisque cette personne est reconnue et reçue partout. Et protéger la nature. Protéger la nature. C'est quelque chose qui me fait rire. Pour moi, la nature est hostile à l'être humain dès la base. La nature est contre l'être humain comme ça. L'être humain doit lutter contre la nature. La nature n'est pas une amie, elle est une ennemie par essence. Beaucoup de gens parlent de la survie, etc. Ils pourraient vous amener quelque part et ils vous montrer ce que vous pourriez consommer, etc. Ceci ou cela, en cas de besoin. Mais fondamentalement, vous pourriez très bien apprendre cela. Mais quantitativement, c'est combien? Ça ne pourra jamais vous sustenter. Ça pourra peut-être calmer votre faim un moment, mais il n'y a pas assez. La nature, quand vous voyez une forêt, cette forêt, je ne sais pas qu'est-ce que vous pourriez trouver à manger. Les sangliers, moi je me rappelle, les sangliers, au mois de janvier, ils mangeaient des glands. Les glands, sûrement, pour nous êtres humains, ils étaient devenus immangeables. Rangés par les vers, moisis peut-être, etc. Les glands. Les glands, on les mange à un moment. Mais après ce moment, voilà, ils sont plus bons à manger. Donc si j'étais arrivé au mois de janvier dans une forêt, j'aurais trouvé peut-être des glands, mais que j'aurais été incapable de consommer. Qu'est-ce que je peux manger? Je ne peux pas manger les feuilles. Même les herbivores ne mangent pas toutes les feuilles. Et puis, qu'est-ce que je peux manger? Je peux manger quoi? Je peux mettre à la cellulose. C'est quoi cette histoire? Il n'y a rien à manger. Si la nature n'est pas travaillée par l'homme pour son bénéfice, si elle n'est pas brutalisée, qui dirait, si elle n'est pas violée dans son intimité, dans son intégrité, elle ne donnera à rien. Elle ne donne rien d'elle-même. Il faut la forcer. Et nous faisons partie de cette nature. Mais cette nature, elle ne nous reçoit pas avec le lait et les dattes. Elle n'a pas prévu pour nous, peut-être, je ne sais pas, à un moment donné, peut-être des figuiers. Nous pourrions trouver l'été, nous pourrions trouver quelques fruits sur quelques arbres, je ne sais pas, qui auraient poussé, encore, qui auraient poussé, mais la plupart des arbres fruitiers, c'est l'homme qui les a amenés à l'état où ils sont actuellement, pour qu'ils puissent produire des fruits comestibles, pour qu'ils puissent réellement produire en quantité et en qualité. Nous ne devons pas oublier que c'est le travail de l'homme, le travail de domestication, le travail d'expérimentation, et depuis toujours, et que la hantise de l'homme a été peut-être la sécurité, mais aussi de se protéger contre la famine, de se protéger contre la nature, contre le froid, contre la chaleur, contre le chaud, contre les tempêtes, contre les inondations, contre les feux, contre tout. L'homme. Et aujourd'hui, on bénéficie. Il nous semble que nous bénéficions d'une certaine, sécurité. Nous nous sentons tellement en sécurité que nous commençons à dire, comme quelqu'un qui était affamé, mais qui était prêt à manger n'importe quoi, une fois qu'on a mis devant lui une large palette de choix, il commence à jouer les fines bouches. Alors qu'avant, il était prêt à manger ses propres excréments. Non, nous devons ne pas oublier que d'abord, il faut assurer notre sécurité
alimentaire. Nous devons d'abord nous assurer cela contre les dangers de toutes sortes, contre les maladies de toutes sortes. Évidemment, il y a des modèles productifs qui sont à réviser. La monoculture, etc. Nous avons tous appris cela. Bien entendu, la Terre est grande, la Terre est immense. Ce n'est pas le problème de la Terre, c'est plutôt le problème de la concentration des êtres humains dans des espaces assez restreints. Et le fait que ces êtres, cela fait en sorte que ces êtres souffrent. Souffrent peut-être au niveau psychique, mais ils souffrent aussi au niveau physique. Qu'ils sont maintenus sous pression, qu'ils sont... Évidemment, la constitution de pôles, de pôles importants économiques, etc., elle est souvent, elle a une raison lointaine, historique ou géographique, autre. Nous ne pouvons pas nous installer n'importe où. Des espaces vides, il y en a beaucoup, mais c'est le problème de pouvoir... Évidemment, si quelqu'un pouvait inventer une manière de permettre aux gens de vivre à peu près n'importe où, de pouvoir, ça serait bien. Mais nous cherchons toujours à nous rapprocher d'abord les uns des autres, malgré tout. Nous avons besoin de cela, mais aussi nous cherchons là où il y a le plus de moyens, d'avoir des services, d'avoir des lieux de loisirs, d'avoir la possibilité de rencontrer d'autres êtres. C'est cela qui fait que nous nous entassons. Il y a sûrement des gens qui vivent dans des villes très denses, mais qui sont heureux, parce que c'est comme ça qu'ils se sentent bien. Ils aiment la foule. Il est possible qu'il y ait des gens qui aiment la foule et qui aiment un peu l'entassement. Après, ils demandent peut-être des améliorations, mais ils ne demandent pas de changer de ville. La ville, c'est, comparé à la campagne, la ville, c'est la grande et la meilleure invention de l'homme. C'est ce qui permet aux hommes de se mélanger, c'est ce qui permet aux hommes d'être un peu stimulés en permanence. La campagne, c'est l'isolement, c'est l'émiettement, c'est un peu l'esprit étroit, c'est souvent l'ennui et c'est souvent l'horizon limité. La ville, c'est la nouveauté, c'est une infinité de possibilités de rencontres et d'expériences. Nous devons aussi un peu, peut-être, j'en sais rien, j'ai fourni l'effort que je pouvais fournir. Je ne sais pas si j'ai bien traité du sujet. En tout cas, il y a moyen. Bien sûr, j'aurais pu réagir sur la percée ou sur la stabilité du score de l'extrême droite. Bien entendu, cela aurait été possible. Seulement, je rencontre moins le discours de l'extrême droite que le discours de la doxa écologique. On rencontre partout le consensus, je ne sais pas s'il est mou ou dur, en tout cas il y a un consensus général autour de ces questions. Et tout ce qui fait consensus de cette façon-là, de façon, je veux dire, impérialiste, de façon totale, qui ne laisse pas la possibilité d'exprimer autre chose. Voilà, la question des déchets, la question des espaces naturels à protéger, la question des énergies, la question du modèle de développement, toujours dans le même, avec la même focale, toujours orienté vers la préoccupation écologique et environnementale. Et personne, évidemment, les personnes qui contestent cela ne sont pas, évidemment, des gens que je fréquente. Ça ne m'intéresse pas les gens qui doutent de tout pour le plaisir peut-être de douter. On pourrait se mettre ensemble, bien entendu,
on pourrait se mettre ensemble de façon beaucoup plus... Bien sûr, il y a un élément dont je n'ai pas traité, c'est la problématique de migratoire, cette problématique qui n'est pas... Là encore, on peut parler de réduction de la population. Bien sûr, là, ça m'a toujours fasciné le fait qu'on parle d'une manifestation qui réunit des millions de gens. Et ces millions de gens, ben, c'est facile, hein. Pas besoin d'un énorme espace. On peut entasser les gens. Et donc c'était cette histoire de migration. On pourrait dire, oui, voilà, suite. Tout le monde n'est pas les îles Maldives. Tout le monde n'est pas menacé par la montée des eaux. Il y a des gens. C'est-à-dire, soit c'est la crise climatique qui fait que les gens veulent venir en Europe, soit c'est la question économique. Et on va dire, et un peu la question, la découverte. Car dans tout projet migratoire, il y a un volet économique, mais il y a un volet exploratoire. Bien entendu, exploratoire. On va aller voir ce qui se passe chez les riches. C'est ceux qui possèdent, comment dire, le meilleur des choses. En tout cas, c'est ce qui me semble. C'est ce qui semble à ceux qui entament ce périple-là. Donc il y a, on pourrait dire, voilà, encore un problème. L'intelligence humaine, si une intelligence qu'on peut mettre en commun, pourrait un peu venir, pas à bout de tous les problèmes, pourrait, si elle était un peu quelque part, il est possible puisqu'il y a de l'espace. Toujours la question de l'espace, et je reviens sur peut-être les méthodes de production, les méthodes de valorisation des terres qu'il y a, etc., etc. Puis, de toute façon, la population, le nombre de la population va se finalement, la courbe ou la pyramide va s'inverser. Donc, il ne faut pas toujours partir de cette donnée-là, donnée de l'explosion démographique. La courbe ou la pyramide est en train de s'inverser. Voilà comment, aujourd'hui, on parle de problème des populations âgées dans les pays européens, et cette population âgée qui commence à être de plus en plus nombreuse, elle est aussi ailleurs. Voilà la présence et la domination des jeunes, nombre des jeunes, est en train de se réduire. On commence à voir venir toute une génération de vieux, de gens qui ont dépassé 60 ans, 70 ans. Voilà la question. Voilà, ça se règle. On peut le constater comme ça en l'espace de 2 générations. Donc, et alors, dans 10 générations, comment ça va être ? On va se trouver face à un déficit de naissance, quelque chose d'alarmant. Bon, faut voir minimum sur le moyen terme. Vision sur le moyen terme. Après, ceux qui récoltent des bénéfices, en surfant sur la peur, en surfant un peu sur les bons sentiments, en surfant sur la mode, etc. Tous ceux qui montent, un peu, qui se rajoutent aux foules qui montent sur le bateau, je ne sais pas comment on dit, de l'écologie, des préoccupations environnementales, qui le prennent un peu, qui prennent le train en marche. Bien entendu, grand bien leur face. Il est évident que chacun cherche un peu une raison d'exister, cherche à être valorisé par un discours, par une idéologie, par une vérité. La vérité. Voilà. J'ai la vérité de mon côté et cela me fait du bien.
d'être dans le vrai, vous tous, vous êtes dans le faux. Et voilà, les anathèmes prêts à être jetés, à être distribués comme ça gratuitement. Je vous arrose d'anathèmes. Vous les impies, vous les incrédules, vous les infidèles de la cause, ou les infidèles de la cause, je ne sais pas comment on dit, vous ceux qui doutent. Voilà encore des catégories religieuses, les doutants, les incroyants, ceux qui cherchent la petite bête, ceux qui toujours contestent, les contestants par nature ou par plaisir, par perversion. Voilà, on serait des pervers un peu sombres. Voilà, je me régale en jouant les perturbateurs. Voilà, il faut tout ce qui est unanimisme est à rejeter. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit. Je pense que je commence déjà à me répéter. Et voilà, il faut que je finisse, il faut que j'arrête. J'ai donné un peu de ce que ce que je pouvais donner. Moi, je ne suis pas dans les meilleures des conditions, mais je n'ai pas voulu laisser passer cette occasion pour parler de cette chose qui me tient à court, ce ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, j'en ai ma claque de l'écologie et de tout ce qui est écologie. Et j'en ai ma claque de payer pour l'éolien et pour les énergies alternatives, pour le solaire et tout ça. Je ne veux pas être ponctionné sur ma facture d'électricité pour subventionner des éoliennes ou autres. Ces éoliennes, elles n'ont qu'à se subventionner elles-mêmes. Moi, c'est pas mon truc. Après, moi, si je souffre des voitures, c'est sur un autre plan, parce que je n'ai pas les moyens de me payer une voiture, et parce que, quelque part, il y a toujours... J'étais plus contre la voiture, parce que la voiture, elle ne fait que prolonger un peu le côté un peu individualiste des gens, chacun habitant dans une demeure, chacun habitant dans un espace clos, et j'étais contre le clos, et maintenant, même ce qu'on appelle les transports en commun, c'est des clos. Il y a quelque chose qui, un peu, comme cette histoire qui m'est restée, c'est le lien social qui m'embête le plus. Dans ces histoires de migration, etc., on oublie souvent que les gens qui vont venir, peut-être qu'économiquement, ils vont recueillir quelques bénéfices, mais fondamentalement, tout ce qui est du psychologique, ce qui est de l'intérieur, ils vont perdre. Parce que soit ils vont se retrouver à vivre en communauté, à vivre isolés, et tous les efforts qu'ils pourront faire pour s'ouvrir à la société d'accueil ne donneront rien. Cette société est fermée. Quand vous êtes dans les transports en commun, donc voilà, avant c'était pour des raisons économiques, maintenant c'est pour des raisons écologiques. Là on voit la transformation. Et donc vous y êtes, quelque part c'est un acte de foi. Vous faites cela pour démontrer votre foi et votre engagement pour la bonne cause. Et vous êtes avec des gens et vous êtes seul. Vous êtes seul quand vous êtes en voiture, vous êtes seul quand vous êtes au milieu des gens. Moi, je me rappelle cette histoire, comment ça m'avait beaucoup frappé, cette affiche faite par les indépendantistes basques, qui imaginaient une sorte d'image, une sorte de village idéal avec des gens, une sorte de communauté, parce que voilà le problème. C'était la communauté idéale, mais la communauté idéale originelle, séparée des autres. Il y a là comme une sorte de vision paradisiaque d'une communauté basque idéale et idéalisée, les Basques entre eux, parlant leur langue, vivant et se mariant entre eux, et dans cette représentation, il n'y avait rien
qui pouvait faire que comprendre que le monde signifie que le monde est beaucoup plus grand que le Pays Basque et que le monde est composé d'autres gens qui pourraient aussi penser la même chose, que finalement le monde que nous pourrions avoir, c'est un monde morcelé, fermé, constitué de territoires qui ne communiquent pas, des territoires fermés sur eux-mêmes et interdits aux autres. Moi, je serais pour un village planétaire idéal dans lequel on se parlerait d'abord. On se parlerait sans avoir d'a priori, sans demander quoi que ce soit à l'autre. À l'autre qui ne pense pas comme nous, d'abord, qui ne voit pas les choses comme nous, mais qui pourrait, quelque part, se rapprocher de notre vision. On se rapproche de l'autre et l'autre se rapproche de nous et nous on se rapproche de lui. Comme ça, un mouvement, comment dire, un mouvement des deux côtés, une sorte pour se retrouver ensemble au milieu d'une sorte de pensée globale, un peu partageant un peu la même vision, partageant un peu la même vision de la vie, de l'avenir. Je dirais, je veux des enfants, mes enfants, mon royaume contre des enfants. La terre entière, je suis prêt à l'offrir à n'importe quel contre le fait d'avoir des enfants. Et ça me fait pas peur que ces enfants vivent dans un monde. Avant, on disait vivre dans un monde difficile, économiquement, etc., instable, chômage, etc. Maintenant, on va dire vivre dans un monde, on pouvait aussi dire surpeuplé, mais on va dire dans un monde pollué. Un changement de taille, un changement, mais est significatif, un vrai changement, un glissement. Le monde avant, c'était un monde qui était pas sûr pour des raisons économiques. Maintenant, il est toujours pas sûr, mais pour d'autres raisons. Voilà, une sorte de société humaine, elle n'est pas possible de l'envisager. Parce que les humains sont par nature ont cette tendance à se séparer, à se constituer en groupe, à se différencier. Ça ne peut marcher que pour des entités réduites. Et là, on revient de nouveau sur le localisme et sur les territoires, et sur les territoires à dimension, j'allais dire villageoise, dimension réduite, que quelque part les choses un peu c'est le même problème. Comment être habitant de monde tout en étant inscrit quelque part, comment protéger le monde tout en ne perdant pas comment dire, tout en assurant sa propre pérennité, sa propre, j'allais dire, sa propre postérité aussi. Voilà des questions, d'autres questions, toujours d'autres questions. Évidemment, je manque de stimulation, je manque, et puis je manque aussi, là, je suis fatigué, donc j'arrête.